Bien, bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News, à notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les acteurs de l'IT présents en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Fabien Girard, qui est directeur général de la société Lexbase. Fabien Girard, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, c'est une tradition dans cette émission, on commence toujours par une actualité, votre actualité, alors c'est récente, la semaine passée ou les semaines passées, qui a attiré plus particulièrement votre attention. Bien, moi, il y a une actualité qui a vraiment retenu mon attention, et si elle s'avérait exacte, c'est celle d'un fonds de dotation de 100 milliards d'euros auprès de l'Union européenne pour le développement des technologies et de l'innovation. C'est une excellente nouvelle à plusieurs titres. D'abord parce que c'est la première action positive d'envergure au sein de l'Union européenne pour promouvoir le digital. C'est pas un peu tard ? C'est un peu tard, surtout après les actions plutôt de contrainte, le RGPD, et les actions, on va dire, sanctions fiscales, la taxe GAFA. Donc là, c'est du positif. Là, c'est du positif, effectivement, pour nous permettre, nous, entreprises du développement des nouvelles technologies, de pouvoir concurrencer les GAFA, les géants asiatiques. Pour donner un exemple, Google, c'est 6 milliards, entre 4 et 6 milliards de dollars d'investissement pour le développement chaque année. L'équivalent européen, français, Quant, a une dotation de 50 millions d'euros. Donc là, on pourrait enfin se mettre au même niveau que les géants des autres continents pour pouvoir justement acquérir notre souveraineté digitale. Alors évidemment, ça pose aussi le problème de la dimension européenne, c'est-à-dire que Quant, c'est un acteur français, Google, c'est un acteur américain, donc on a tout de suite deux niveaux très très différents. Il faut pour soi qu'on soit capable de créer des champions européens et non plus des champions nationaux à échelle mondiale. C'est clairement l'échelle, mais comme d'autres industries. Tout le monde connaît évidemment Airbus, tout le monde connaît la problématique nucléaire. On est à peu près sur le même champ. Oui, sauf que tout le monde aussi connaît les actions de la Commission européenne de refuser des regroupements pour créer ces champions européens. Donc il y a peut-être quelques modifications à apporter aussi. Alors après, effectivement, à partir du moment où l'acteur en question serait émanant d'un des pays européens, il pourrait lui-même pouvoir souscrire à la subvention ou à la dotation. Mais il serait du moins en capacité de pouvoir mutualiser ces technologies auprès d'autres acteurs plus locaux au sein de l'Union européenne. D'accord, donc ces 100 milliards seront disponibles dans les prochains mois lorsque la Commission va entrer. On espère, serait disponible à partir du moment où la nouvelle Commission, qui va rentrer en fonction en novembre, se saisira de ce projet qui est un projet d'urgence de mon point de vue. Très bien. Alors, on va parler de Lexbase, puisque vous êtes là pour ça. Donc, vous êtes, je dirais, dans les gens qu'on reçoit, vous êtes un petit peu atypique, parce que vous êtes plus du côté comme utilisateur de technologie que comme fournisseur de technologie. Donc, Lexbase, en deux mots, c'est une société qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Et en gros, pour le faire très vite, et vous nous le expliquerez en détail, vous fournissez des informations d'ordre juridique, en particulier des décisions de justice, par exemple. Donc, vous consolidez tout ça sur une même plateforme et vous offrez ça à vos clients sous forme de produits et services. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus dans le détail comment ça fonctionne ? Déjà, Lexbase, c'est le pionnier des Legal Tech. C'est-à-dire ces entreprises qui associent le droit et l'innovation pour porter la connaissance juridique au plus grand nombre. Les professionnels du droit, mais également les justiciables et les citoyens. Et en fait, ce qu'on a fait depuis une vingtaine d'années maintenant, c'est de constituer une base unique qui associe le big data, l'expertise et désormais l'intelligence artificielle. Je dis désormais parce qu'évidemment, ça ne s'est pas fait Alors du jour au lendemain. justement, on passera en revue les différentes étapes de ça, mais quand vous dites à la fois les professionnels du droit et les particuliers, moi je peux m'abonner à votre système si j'ai envie pour avoir quelques informations ? Alors vous pouvez vous abonner, mais ce n'est pas vraiment fait pour vous du point de vue de l'intelligibilité du droit. En revanche, on a des services comme les infographies juridiques, comme la web radio Lex Radio par exemple, qui elle permet de véhiculer de l'information juridique pour tout le monde. Beaucoup plus intelligible, beaucoup plus compréhensible par monsieur et madame tout le monde. Très bien. Alors, donc, comme vous le disiez, vous avez été créé
un peu avant l'an 2000. À l'époque, vous avez utilisé le terme Big Data, ça n'existait pas. Le web était encore assez naissant. Est-ce que, sans rentrer dans le détail, mais est-ce que vous pouvez nous dire les 2-3 étapes importantes dans votre développement d'utilisation des technologies qui a fait que ça a changé pas mal la manière de faire les choses? La première marche, on va dire, de l'innovation pour nous, ça a été la réalisation d'un moteur de recherche pertinent. C'était véritablement comprendre comment structurer les données qu'on avait déjà à disposition à l'époque, et même l'éditorial, la manière dont on écrivait sur le web, pour pouvoir l'indexer correctement et pouvoir la restituer de manière pertinente pour nos utilisateurs. Donc toute la problématique des moteurs de recherche au début des années 2000. Que vous avez développé en propre? Qu'on a développé en propre. Oui, à l'époque, effectivement, on l'a développé en propre. C'était beaucoup plus simple. Il n'y avait pas autant d'open source qu'aujourd'hui. La deuxième marche, c'est le TAL, le traitement automatique du langage. Donc là, ça a à peu près 6-7 ans, où là, on a pu commencer à véritablement modéliser un certain nombre de services, un certain nombre de traitements de l'information, à partir en fait de l'analyse morphosyntaxique, de l'analyse du langage, pour pouvoir proposer encore avec plus de pertinence nos informations juridiques. Et puis donc la troisième marche, c'est celle qui est plus récente, c'est celle de l'intelligence artificielle. Alors quand vous dites plus récente, c'est quoi? C'est à 3 ans. Ah, quand même. Ça a 3 ans. Ce sont de la recherche du développement qui a donc 3 ans et qui permet pour le coup d'accélérer en fait la manière dont on peut traiter et rendre compte du droit auprès de nos utilisateurs. C'est une véritable algorithmisation. C'est-à-dire que là, il y a le monde du chiffre qui rentre dans le droit. Ça nous permet notamment de faire ce qu'on appelle de la jurimétrie, c'est-à-dire de la statistique juridique à travers LegalMetrics, qui est notre produit en fait Donc c'est votre plateforme. Plateforme de prédictivité, on va dire, même si le terme est impropre, mais au moins il est parlant, prédictivité contentieuse. Et alors, vous proposez ça sous quelle forme de service, si je puis dire? C'est un abonnement à l'ensemble des services, ou est-ce que vous structurez ça par appartement? Enfin, comment ça fonctionne? En soi, c'était déjà une révolution, c'est celui effectivement d'une vision web en fait de l'accès à l'information juridique, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire par abonnement et consommation illimitée. Oui. Et donc, à quels que soient nos services, que ce soit le service d'information classique, donc lexbase.fr, que ce soit le service de statistique, LegalMetrics, ou même d'ailleurs quasiment le service de formation en ligne, LexLearning. Et donc, vous avez à la fois des spécialistes du droit et puis des spécialistes de l'informatique, je suppose. C'est bien notre singularité, en fait. C'est qu'on fait travailler ensemble, c'est ça qui est intéressant, on fait travailler ensemble non seulement des docteurs en droit, mais également des docteurs en mathématiques, en ontologie, en statistique. Des informaticiens, des ingénieurs, avec des juristes. Tout ce monde se parle ensemble pour proposer une nouvelle expérience, en fait, de l'information, de la documentation juridique. Alors, vous l'avez décrit de manière un peu générale et abstraite, si je puis dire. Est-ce que vous pourriez donner un ou deux cas d'usage concret qui est intervenu réellement? Clairement, la majorité de nos utilisateurs sont des avocats. Ils sont confrontés classiquement à la réception, la relation avec leurs clients, et qui angoissent, qui ne savent pas à quelle sauce ils pourraient être mangés du point de vue judiciaire auprès des juridictions. Ce que l'on apporte, nous, c'est de la sécurité juridique. Ce qu'on apporte, nous, c'est un contexte dans lequel l'avocat va pouvoir placer sa stratégie, son conseil. Clairement, grâce à notre service, il va pouvoir interroger notre base de données sur les mots-clés qui caractérisent l'affaire auquel il est confronté, et il va pouvoir obtenir des durées moyennes de contentieux, première instance, deuxième instance, cassation. Il va pouvoir obtenir les taux de confirmation, les taux d'infirmation. Est-ce que je peux gagner? Est-ce que j'ai plus de chances de perdre? Sur quels moyens? Sur quel fondement? Et puis surtout, des tendances en termes indemnitaires. Combien est-ce que je peux obtenir dans le cadre d'une rupture conventionnelle, dans le cadre d'un préjudice corporel, etc., etc. Bien entendu, tout ça, c'est de la statistique, c'est de la macro, c'est de la tendance. Ça ne donne pas le résultat final d'une décision de justice qui pourrait être amenée à être prononcée. Mais ça donne un contexte qui permet d'éclairer à la fois le professionnel, dans son action, dans sa stratégie, et à la fois le justiciable, qui va pouvoir se dire, peut-être qu'il vaut mieux transiger, peut-être qu'il vaut mieux aller vers une médiation, peut-être
peut-être que ce que l'on me propose est finalement raisonnable par rapport à ce que je pourrais obtenir auprès d'une juridiction. Alors là, on est dans le cas typique où finalement l'IA, c'est un outil d'aide qui rend le professionnel plus intelligent, plus efficace. Augmenté. Augmenté, exactement. On n'est pas dans le cas de remplacement. Et ça, vous ne l'envisagez pas. Non, on ne l'envisage pas. Et en plus, ne jamais oublier que dans mon domaine, celui du droit, qui n'est pas une science exacte. Exactement, ça n'est pas une science exacte. Vous le dites très bien, ce n'est pas une science exacte. L'essentiel de la relation, c'est la relation de confiance. C'est la relation humaine qui se tisse entre le professionnel, conseil, qu'il soit avocat, qu'il soit notaire, qu'il soit même huissier, voilà, le juriste d'entreprise dans son entreprise, avec son client. C'est ça l'essentiel en fait. Et nos outils, nos services d'information ou de statistiques, par exemple, ne sont là que pour les épauler, que pour les accompagner, que pour, juste ce que je disais tout à l'heure, pour assurer une certaine sécurité juridique dans leur approche. Et est-ce qu'il y a des compartiments du droit qui sont plus spécialement touchés par ça? Ou je pense évidemment au droit des affaires, au droit des entreprises, parce que là les montants en jeu sont très importants. Ou est-ce que tous les domaines du droit sont impactés par votre approche? Eh bien, je vais faire une réponse à la négative, c'est-à-dire que tous les départements sont concernés, sauf un, la matière pénale. Où là, d'abord, c'est une matière sensible, d'abord parce qu'il faut avoir les données, et en France, heureusement, vu la sensibilité de ces données, elles ne sont pas en accès libre, d'abord, et ensuite parce qu'il y a véritablement un contexte très spécifique qui peut déterminer l'issue d'un procès en matière pénale. D'accord. Alors, pour conclure un peu sur cet entretien, finalement, si on regarde la profession du droit et son utilisation de l'informatique, jusqu'à présent, ils étaient clairement relativement en retard. Enfin, on voit bien que les avocats avaient toujours des énormes dossiers jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et les notaires se sont modernisés, mais assez récemment. Est-ce que finalement, cette dernière étape dont vous avez donné quelques détails, l'intelligence artificielle, va faire en sorte que cette profession va redevenir au premier plan en tant qu'utilisateur de ces nouvelles technologies? Et puis, question complémentaire, c'est que finalement, on a toujours deux parties qui s'affrontent, hein, avec le droit comme juge de paix, si je puis dire. Est-ce que sans cet outil-là, finalement, on va être désavantagé par rapport à quelqu'un qui pourrait l'utiliser? J'ai envie de dire que oui, les professionnels du droit ont été en retard très longtemps sur la modernisation, la digitalisation de leur profession. C'est peut-être aussi qu'ils n'avaient pas trouvé de prestataires ou de services tout simplement qui changeraient la donne véritablement dans leur quotidien. Aujourd'hui, grâce à nos services, sur la base de l'intelligence artificielle, on est à l'orée de ce changement, de cette disruption de leur propre profession. C'est ça qui est intéressant. Donc, et on peut remarquer d'ailleurs que les institutions nationales, le CNB, le Conseil national des barreaux par exemple, comme le Conseil supérieur du notariat, se sont emparés de ces questions justement pour accompagner le changement des professionnels. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous me disiez... Est-ce que finalement les gens qui vont utiliser ces outils, ils seront fortement avantagés par rapport aux autres? Oui. Donc tout le monde va être obligé d'y passer. En fait, c'est comme le passage à l'informatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour avoir des gains de productivité, pour pouvoir donner le meilleur conseil, pour pouvoir être concurrentiel, parce que le droit est quand même une matière concurrentielle, il faudra nécessairement disposer d'outils qui permettent d'assurer cet accompagnement, cette sécurité juridique. Et à un niveau plus général, on sait que dans l'affrontement des grandes régions du monde, hein, l'Europe face aux États-Unis par exemple, on sait très bien que les Américains en matière de droit sont extrêmement, plus performants entre guillemets si je puis dire. Ils sont capables de projeter ça sur l'ensemble de la planète. Et en plus, s'ils ont l'apport de ces nouveaux outils, ça va être encore, le déséquilibre va être encore plus fort. Donc, est-ce que vous pensez que finalement ces outils-là vont nous permettre à nous, Européens, de rééquilibrer un petit peu les choses face aux Américains? Clairement. On le disait tout à l'heure, avec l'histoire du fonds de dotation, il y a un enjeu de souveraineté digitale. Eh bien, ça transparaît également sur la souveraineté juridique. Pour faire simple, il y a deux grands systèmes juridiques dans le monde. Le système de la common law, anglo-saxon, pour lesquels la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice, sont un primat par rapport au reste. Nous, en France, et même dans
la plupart des pays européens, on est dans un système de ce qu'on appelle romano-civiliste. Là, c'est la loi qui est première, et les décisions de justice ne sont là que pour interpréter. Eh bien, si vous avez une puissance des géants américains qui viennent avec leurs algorithmes, qui sont en gros implémentés, qui sont adaptés pour la common law, dans les pays de civil law, c'est-à-dire de droit romano-civiliste, on risquerait d'avoir un changement de régime juridique sans s'en apercevoir. Voilà. Parce que l'algorithmisation juridique version common law pourrait venir remplacer progressivement notre propre vision de notre propre droit. Donc il est important, effectivement, que nos entreprises dans le sein de l'Union européenne puissent développer une algorithmisation juridique sur nos propres bases de données, évidemment, pour conserver notre spécificité, notre droit romano-civiliste. Très bien, bah écoutez, on va rester sur cette note à la fois optimiste et d'espoir. En tout cas, Fabien Gérard, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.